Donc les réformes sur les retraites, la première planche, c'est simple, c'est de rappeler des choses. Parce que certains sont anciens ici, d'autres sont plus jeunes. Et puis la plupart n'ont peut-être pas connu cette période-là, heureusement. L'occupation, mais surtout la libération. Il y a un programme qui s'appelait, on entend souvent parler de ses initiales, le CNR, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance, qui avait, dans le cadre de l'occupation, émis quelles seraient les conditions de reprise après le départ de l'occupant nazi et des gens qui avaient collaboré, de quel serait le type de programme. Il faut savoir que toute une assise de ce qu'on appelle nos statuts et nos acquis viennent de cette période-là. 45, c'est la création du système des retraites, avec une généralisation dans un premier temps sur l'ensemble du secteur privé et public, mais un certain nombre de gens vont être résistants à ne pas y aller avec des erreurs, et ils viendront après, les agriculteurs, les artisans, les petits commerçants, parce qu'à cette époque-là, ils ne veulent pas y mettre, ils ont peur d'y perdre au lieu de gagner. Ce système est tout de suite adossé bien sûr à la sécurité sociale, et quand on parle du Conseil national de la résistance, les deux grandes conquêtes, c'est le système de retraite pour tous et le système d'assurance maladie. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, la notion qui prédure, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'il y a des cotisants et il y a des gens qui reçoivent indépendamment de ce qu'ils ont cotisé. Des gens peuvent cotiser beaucoup et recevoir un peu moins, et puis des gens qui vont cotiser peu peuvent recevoir beaucoup. Mais le principe au niveau des retraites, c'est ce qu'on appelle souvent un terme que les gens ont oublié, la retraite par répartition. Ce sont les actifs qui cotisent, et ce sont les retraités qui touchent. Souvent, on a eu des mouvements qui ont un peu perturbé les transports, les choses comme ça, et souvent on avait des retraités qui disaient « mais moi je me suis payé ma retraite ». Et moi je lui disais « non, tu t'es pas payé ta retraite, en ce moment c'est moi qui suis en train de cotiser pour ta retraite ». Donc ça, c'est une notion de répartition importante, et qui dit répartition dit solidarité, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que tout le monde ait quelque chose. Et bien sûr, suivant le salaire, après il y a des phénomènes de variation et les gens ont de plus en plus de choses. Dernière chose quand même qu'il faut, avant qu'on arrive à la réforme Balladur, dernière chose qu'il faut dire, c'est que très rapidement se sont mis en place des régimes de retraite complémentaires. Alors ils s'appellent régime de retraite complémentaire. Il faut savoir, bon an mal an, que le régime complémentaire pour ce qu'on appelle les non-cadres représente grosso modo, dans nos salaires, représente 30% de la retraite que vous allez toucher. Donc 70% par la Sécu, 30% par la retraite complémentaire. Par contre, au niveau de la GIRC, c'est-à-dire ce qui est la retraite des cadres, très souvent ça peut aller à 60% pour la Sécu, 40% pour le régime complémentaire, et des fois 50-50. Donc quand on parle de régime complémentaire, on a l'impression que c'est pas beaucoup. Mais souvent, c'est ce qui fait la consistance de retraite dans des entreprises comme la nôtre. On passe, voilà. Tout va se passer grosso modo avec une progression, avec d'autres populations qui vont rentrer dans le régime, etc. Et il faut deux dates, une date que je n'ai pas citée, bon, les gens peut-être s'en rappellent, en 80 avec l'élection de Mitterrand, on passe à la retraite à 60 ans, avec un petit problème, c'est qu'avant la retraite était à 65 ans, et que donc on met en place un système de cotisation de manière à combler le passage de 60 à 65 ans en termes de cotisation. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais je peux partir à 60 ans, mais si je ne pars pas à 60 ans, qui cotise à ma retraite quand je suis à 61, 62, 63, 64 ans? Donc c'est un système qui est mis en place, qui est géré de manière paritaire entre organisations syndicales, dans un premier temps, entre organisations syndicales et patronat. Donc la réforme avec Mitterrand et son Premier ministre, c'est le passage à 60 ans, toujours sur la base de 37 annuités et demie. Arrive 93. 93, c'est la réforme Balladur. Je plaide moi aussi coupable parce que j'étais dans une autre organisation syndicale, mais peu importe. Il y a eu très peu de mobilisation au moment donné de la réforme Balladur. Pour une raison essentielle, c'est qu'elle a été très intelligente. C'est qu'elle a découplé le passage de 37 annuités et demie à 40 annuités en un certain nombre de tranches. Ce qui fait que les gens qui avaient déjà 50 ans n'ont pas été touchés par cette réforme. C'est après, les gens qui étaient nés après, qui progressivement ont accumulé des annuités. Donc ça a été 40 annuités au lieu de 37 annuités et demie. Ensuite,
le calcul, au lieu de se faire sur les 10 meilleures années, c'est fait sur les 25 meilleures années. Et l'indexation sur l'indice des prix, là, on a indexé les retraites sur l'indice des prix et non sur l'indice moyen des salaires. L'indice moyen des salaires progresse plus que l'indice des prix. Voilà. D'autant que l'indice des prix, c'est l'indice INSEE qui n'est pas forcément la vérité de ce qu'on appelle le panier du ménager ou de la ménagère. Quand on voit la conséquence financière de 2 et de 3, indépendamment des problèmes de retard, on voit que les pensions ont baissé de 20 à 25%. Et pourquoi ça n'a pas fait crier les gens à l'époque? Parce que comme les gens qui rentraient dans ce dispositif, ça a été différé du fait du passage de 37 annuités à 40 annuités, il a fallu entendre en fait la pleine application de la réforme Balladur pour qu'à ce moment-là, commence à se poser une deuxième type de retraite, d'abord dans les secteurs on va dire publics, les transports, etc., ce qu'on appelle les régimes particuliers qui ne sont pas passés. Et puis après, on arrive à la réforme. Voilà, ça c'est, vous le verrez dans les planches, c'est toutes les descriptions, je ne vais pas vous le dicter, c'est un peu, je vous ai dit l'essentiel, mais il y a un certain nombre d'éléments là-dessus qui peuvent vous indiquer ce qu'il y a dedans. Ensuite, donc, Agir Carco en 96, on réduit le nombre de points accordés, parce qu'on a l'impression qu'il y a les grandes réformes, et puis à côté, il ne se passe pas grand-chose. Mais Agir Carco s'est attaqué déjà en 96, avec une notion du fait que chaque point qui sont accordés n'ont plus la même valeur. C'est-à-dire en gros, quand vous avez payé votre retraite, dans un cas vous aviez 100 points, dans le cas vous avez 100 points, mais vous ne touchez pas la même retraite. Hein. Il y a une baisse assez conséquente. Et puis, 99, capitalisation-répartition. À cette époque-là, il y a une grande discussion dans ce qu'on va appeler le monde libéral, qui est en gros les retraites par répartition, c'est pas très bien. En plus, ça échappe aux assurances, ça échappe, c'est une manne financière très importante, même s'il y a des trous, mais ça échappe à beaucoup de gens. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est arriver à un système plus intéressant, mode anglo-saxonne, qui est les retraites par capitalisation. Juste un exemple. Au moment donné où la plateforme de British Petroleum a pété au niveau du golfe du Mexique, la plupart des retraites anglaises d'un certain nombre de salariés portaient sur des actions British Petroleum. Ils ont eu une perte sèche et certains sont totalement ruinés. Donc la retraite par capitalisation, c'est ce qu'on entend aussi quand il y a l'histoire des subprimes ou des choses comme ça sur la crise. C'est-à-dire ce sont de l'argent qui est placé en bourse. Si la bourse va bien, vous augmentez. Quand la bourse ne va pas bien du tout, vous avez une perte sèche. Hein, donc ça a été une chose qui a été mise et on s'attendait à ce qu'il y ait une volonté de généraliser le système par capitalisation ou du moins de mettre une tranche sur le régime par capitalisation et une autre sur le régime de capitalisation. La notion pour vous les ayez, c'est aujourd'hui il y a un accord, hein, c'est les accords PERCO. Hein. Les accords PERCO sont très directement liés à ce qu'on appelle une retraite par capitalisation. Alors elle est moindre, elle apparaît aujourd'hui comme étant des choses positives parce que c'est axé sur des choses très prudentes, mais on est dans Thalès et on a une capacité de réaction. Imaginons si on le généralise à l'échelle de la France. On arrive donc avec le 21 août 2003, la réforme Fillon. Cette réforme Fillon, on va voir que le dispositif est différent sur la réforme Hollande-Hérault. Cette réforme est négociée avec les partenaires sociaux. Ce n'est pas une concertation comme on assistait, des tables, des discussions, et puis on échange, etc. C'est une négociation. Et dans cette négociation, un soir, la CFDT estime qu'elle a gagné sur l'essentiel, et l'essentiel pour elle, elle le mise sur la question des carrières longues. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de gens qui, dès le moment donné où ils auront justifié leur 41 annuités, d'abord 40, puis en plus 41 annuités, vont pouvoir partir avant 60 ans. Donc, ce système-là commence à parler de la retraite par capitalisation, le met dans un texte législatif que c'est possible à un moment donné, et surtout, on passe de 40 à 41 annuités en termes d'annuités. Ce qui veut dire que, même, on verra ensuite sur le JD de 60 ans, ça veut dire que pour arriver à la retraite pleine et entière, il faut avoir validé 40 annuités ou 41 annuités de trimestre. Je dis bien validé
vous pouvez avoir des équivalences, mais les équivalences n'ont pas la même valeur. Par exemple, aujourd'hui, une femme qui a un enfant, on va lui compter 2 ans. Ces 2 ans sont des trimestres qui sont reconnus, mais qui ne sont pas cotisés. Donc, quand on va calculer les 25 meilleures années, ces trimestres risquent d'être inclus dedans. Et donc, à partir de là, ça va se traduire par le fait que la retraite qui va être prise en compte n'est pas tout à fait de la même manière. Et ça, c'est des dispositifs très pervers que les gens ne voient pas, mais qui se rendent compte au moment donné où ils liquident leur retraite. Donc réforme Fillon, bon voilà, je vous ai dit à peu près ce qui me semble essentiel, en dehors du fait qu'il y a un dispositif de revoyure tous les 4 ans, qu'on n'a pas vu, hein. Souvent on ne le voit pas parce que ça passe très rapidement aux informations, et avec une notion, c'est d'adapter l'augmentation des annuités en fonction de l'espérance de vie. Vous verrez que quand on est à la réforme Hollande-Hérault, c'est exactement le même principe. Les gens vivent plus longtemps, donc ils doivent travailler plus longtemps. Je vous le dis tout de suite, on le reverra à un moment dans une planche, l'indice de vie en bonne santé, pour un homme, est passé de 64 ans et demi l'année dernière à 63 ans et demi cette année. Ça veut dire qu'on vit peut-être plus longtemps, mais on est en mauvaise santé plus vite. Pour les femmes, c'est à peu près le même principe. Elles ont, ça doit être un décalage de 2 ans, mais elles ont le même principe. Entre 2012 et 2000, enfin pardon, excusez-moi, parce que les chiffres c'est 2012. Entre 2011 et 2012, il y a une diminution de la situation d'espérance de vie en bonne santé.